ça peut tout changer parce que ça crée du lien et un lien qui dure longtemps. Un texte, c'est un ruisseau. Par moments, il est très lent. Par moments, il va très fort. Vous les abrutis de marcheurs au pas de loi que vous êtes devraient lire les livres au lieu de les brûler. Mais vous couchez avec tous vos auteurs, dites-moi. Je ne bosse plus du tout avec des connards. Vous écoutez le podcast littéraire du Haut de Plume, je suis Catherine. Et je suis Cyril. Alors, Cyril, aujourd'hui, on fait un épisode dans notre série d'exposition des fondamentaux de l'auteur et des bases à connaître. Oui, ce qu'on aurait aimé savoir avant de commencer ou au début de nos carrières. Quand on était des piou-piou. Mais ça ne s'adresse pas qu'aux piou-piou, parce que c'est pas mal de temps en temps de faire un petit peu de rappeler les fondamentaux, je pense. Et on va donc parler des différents acteurs du milieu éditorial et littéraire. Alors ça peut sembler un petit peu catalogue, mais on va essayer de citer de rendre le truc un peu plus fun. Voilà, de pas être trop rébarbatif. Ouais. Mais comme ça, c'est vrai qu'on s'est aperçu quand on discute avec de jeunes auteurs que quelquefois il y a un petit peu de confusion entre le rôle des uns et les autres. Notamment, on en avait aussi parlé un petit peu quand on avait reçu Isabelle pour la boîte de diffusion, iDiffusion par exemple, la confusion entre qu'est-ce que c'est qu'un distributeur, qu'est-ce que c'est qu'un diffuseur, la confusion entre bêta-lecteur, correcteur, parce que tout ça, ils font un peu le même job, mais c'est pas tout à fait la même chose, donc on va essayer de parler, c'est un peu une sorte de glossaire pour tous avoir le même langage, et on espère que vous apprendrez des petites choses. Oui, ça fait partie de tous ces métiers, ça fait partie des choses que tu sais pas forcément, qui nous paraissent évidents maintenant qu'on baigne un peu dans le milieu littéraire et qu'on connaît un peu plus de monde et un peu plus comment les choses se font. Mais par exemple que je n'imaginais pas, en tout cas au tout début, pour moi t'avais un mec qui écrit, t'avais l'auteur et puis t'avais l'éditeur et puis après il y a des librairies, je le sais. Oui, c'est ça. C'est là que je vais acheter mes livres, donc voilà. Mais au-delà de ça, c'est vrai que il y a bien plus d'acteurs que ça dans toute cette chaîne de livres. C'est pour ça qu'on parle de chaîne de livres. On l'a découvert petit à petit, en fait, à force d'écrire, à force de rencontrer des gens et à force de mener des projets au bout. Donc on va quand même essayer de tout repasser. On a essayé de trouver une certaine structure à l'épisode pour que vous vous ennuyiez pas. Mais l'idée, c'est d'être à la fois exhaustif et de vous donner un aperçu assez complet de tous ces acteurs, parce qu'ils sont tous nécessaires pour arriver à partir d'un fichier Word ou d'un fichier, je sais pas dans quoi vous écrivez, d'un carnet, et de remettre un texte dans les mains d'un lecteur. Et ce qui peut parfois un petit peu éclairer le mystère selon lequel l'auteur ou l'autrice a une toute petite part des retombées financières d'un livre. Et souvent, alors on est les premiers à le déplorer aussi, qu'on s'entende, mais quelquefois on se pose un petit peu la question de l'éditeur s'en met plein les poches, etc. Mais non, c'est quand même produire un livre, ça coûte vraiment cher et il y a tellement d'étapes que c'est divisé selon toutes ces personnes qui travaillent pour aboutir au livre terminé, et on peut peut-être mieux comprendre pourquoi l'auteur, qui certes est au centre et à l'initiation du processus d'écriture, il n'a pas plus de droits d'auteur à la fin. Alors c'est sûr que sans l'auteur, il n'y a pas de texte. Donc, non, évidemment, mais bon, il y a aussi beaucoup de gens qui travaillent dessus après, donc absolument. Voilà. On y va ? Bah oui. Alors justement, l'auteur, l'autrice. Voilà, alors on est dans la première étape sur tout ce qui est les personnes qui s'occupent du texte avant la publication. On est déjà dans cette première étape avant la publication, au stade de la création du texte, de l'artisanat autour du manuscrit et de la préparation à une version finale du manuscrit. Alors évidemment,
on a l'auteur ou l'autrice qui est, comme tu dis, À l'origine du projet. à l'origine du projet. Bon, là, on va pas vous définir ce qu'est un auteur ou une autrice. Je pense que ça paraît assez clair pour tout le monde. C'est lui qui écrit le machin. En tout cas, la première version. La première version. Alors, ensuite, on a les alpha-lecteurs et les bêta-lecteurs. Alors on connaît souvent les bêta-lecteurs, peut-être sont plus souvent cités que les alpha-lecteurs. Est-ce que tu veux nous faire une définition des deux ? Alors le bêta-lecteur effectivement est plus cité, plus connu. C'est une personne qui va lire le texte de l'auteur en avant-première et qui va s'attacher à regarder ses réactions, répondre plutôt aux demandes de l'auteur, et l'auteur doit être spécifique dans ses demandes, mais ce qui m'intéresse par exemple quand je demande un retour de bêta-lecture, c'est quel personnage t'a intéressé le plus, est-ce que tu vois des grosses fautes dans la structure, est-ce qu'il y a des moments qui t'ont intéressé, à quel moment tu t'es ennuyé, les problèmes de cohérence est-ce que aussi, tu vois des problèmes de cohérence, ce genre de choses. Donc très macro, on n'est pas là pour corriger la phrase ou faire des corrections d'orthographe et de grammaire. Évidemment que si tu en découvres une, qu'elle est majeure et qu'elle te gêne dans la lecture, il faut me la signaler, mais c'est pas le but. C'est pas la fonction du bêta-lecteur. C'est pas la fonction du bêta-lecteur. Donc c'est probablement la fonction la plus connue. Mais c'est sur un texte, sur une version du texte. Assez abouti. Alors, voilà, non final, bien entendu, puisqu'on va avoir beaucoup de modifications en général entre la fin du premier jet et puis le roman terminé. Mais on n'envoie pas à un bêta-lecteur un roman en cours. Voilà. En revanche... Un alpha, il est capable de lire, pardon. T'as la chaise de Nicolas ou bien Je remets mon tabouret. On vous renvoie à l'épisode de Nicolas Feutz pour saisir la petite blague ou la private joke. On avait reçu Nicolas Feutz, l'auteur de Polar, et on l'avait piégé. Non, c'était malgré nous, avec une chaise qui descendait au fur et à mesure de l'interview. Donc depuis, elle est pour toujours la chaise de Nicolas. Et voilà. Reprenons. Je n'ai pas la chaise de Nicolas. Bon, alors tout va bien. Donc oui, l'alpha-lecteur, donc il fait finalement peut-être un petit peu le même travail que le bêta, dans le sens où il va s'attacher à est-ce que telle scène fonctionne, entre guillemets, est-ce qu'elle génère des émotions, est-ce qu'il y a des incohérences, est-ce qu'il y a des longueurs, mais il le fait au fil de l'eau, pendant que le texte est en cours d'écriture. Ce qui veut dire que vous allez peut-être... Alors, moi, personnellement, j'ai pas d'alpha-lecteur, donc j'en parle de manière tout à fait théorique, mais vous allez avoir peut-être 3 chapitres par 3 chapitres envoyés à votre alpha-lecteur. Il va vous faire un retour qui va potentiellement influencer la suite du roman. C'est-à-dire que, admettons qu'ils vous disent sur les 3 premiers chapitres, ce personnage-là, il est pas convaincant, il fonctionne pas, il a tel trait de caractère qui semble pas en cohérence avec l'histoire ou quelque chose de cet ordre-là. Vous vous sentirez ou pas l'envie de le modifier dans la suite du roman. Et j'avoue que moi, c'est un petit peu ce qui me gêne. J'ai pas envie d'être influencée, parce que quelquefois, je trouve, tu vas me dire ce que t'en penses, mais je trouve qu'on fait des choix en début de texte pour emmener le lecteur dans une direction, et puis peut-être le tromper ou le manipuler un petit peu, et l'alpha-lecteur qui n'a pas la vision sur ce que va être le texte dans la suite peut, et ça veut dire que ça fonctionne, mais se faire embarquer dans une première impression qui n'est pas la bonne. Mais influencer l'auteur en retour après, ce qui est plus gênant. C'est pour ça que si on doit faire une différence entre le bêta et l'alpha-lecteur, à mon sens, l'alpha-lecteur, c'est quelqu'un qui est beaucoup plus expérimenté du côté de la création, du côté qui n'a pas les mêmes attentes, c'est qu'il va savoir te ressortir certaines choses en sachant pertinemment qu'il n'a pas la suite, et donc potentiellement voilà. Donc il faut à la fois quelqu'un en qui tu as vraiment confiance et qui ait cette expérience-là. Et ça change aussi peut-être la façon de travailler. Par exemple, si tu es un architecte et que tu as tout un plan de travail pour écrire ton roman,
peut-être que tu peux soumettre le plan ou le synopsis à ton alpha, comme ça Oui. il sait où tu vas et ça te permet après de lui envoyer chapitre par chapitre ou trois Oui, chapitres ça par peut, 3 chapitres effectivement, ouais. sans qu'il se pose la question de mais pourquoi tu fais ça, on comprend rien, etc. Oui, mais tu vas comprendre après. Bah là il le sait déjà puisqu'il aura le synopsis, donc c'est une autre façon de travailler, alors que le bêta tout ça, on a dépassé, et tu lui poses un texte en termes de structure, de rebondissement, de maturité du texte qui est déjà un peu plus évolué. Oui, mais si tu files ton synopsis complet à l'alpha avant qu'il commence à lire, il va être justement biaisé par le fait qu'il connaît la fin. C'est une proposition, je dis pas qu'il faut faire comme ça, mais c'est une possibilité par rapport à ce que tu disais. Tu as des alphas, toi, quand tu écris ? Est-ce qu'on peut dire que j'ai un alpha ? J'ai des gens avec qui je discute beaucoup de l'histoire en cours de développement. Est-ce qu'on peut considérer que c'est un alpha ? Je ne sais pas. Toi-même, nous deux, on se parle parfois de nos projets en cours, Oui. et on discute de ce que peut faire un personnage et ce qui va arriver, etc. Et quelque part, c'est de l'alpha lecture très très macro sans C'est avoir lu vrai. le texte. C'est Donc vrai. on pourrait dire ça, oui, que j'ai quand même des alphas à cause de ça. Mais pas des alphas à qui tu vas vraiment soumettre le texte, comme on disait, Chapitre par chapitre, non. chapitre par chapitre. J'ai essayé de le faire avec mon épouse qui lit à peu près tout ce que j'écris. Et elle a cette problématique elle aime pas ne pas comprendre, ce que tu décrivais, si ça part dans un sens puis que ça lui plaît pas, et que c'est une fausse piste par exemple, et que je rattrape après dans le manuscrit, elle va me le soulever et c'est pas pertinent et on perd tous les deux de l'énergie. Donc j'ai tendance à lui soumettre elle est entre l'alpha et le bêta parce que je lui soumets pas le manuscrit complet terminé, mais elle a quand même un gros morceau, genre elle a le premier acte ou elle a les 2 premiers actes la première fois qu'elle commence. Et puis mon dernier projet, c'est ce qui s'est passé, elle a eu les 2 premiers actes et le 3e elle est en train de le lire. D'accord. Alors, bon, disons que pour résumer sur ces acteurs-là, je dirais que je pense, alors tu me diras ce que t'en penses, mais je pense que tu es d'accord avec moi, le bêta-lecteur est indispensable, l'alpha-lecteur est peut-être plus optionnel, je dirais. C'est une question d'affinité, c'est vraiment... Ça peut rassurer aussi. Oui. Alors ça peut rassurer, Et ça peut te c'est-à-dire foutre qu'on en peut... l'air. Oui, on Je peut pense qu'il avoir faut- un alpha-lecteur à qui on dit au préalable, dis-moi que c'est bien. Parce que ça, c'est cool. Et du coup, corollaire, je pense qu'il faut de l'expérience pour avoir un alpha lecteur. Oui. En tant Oui, je pense aussi. qu'écrivain. Faut, dans l'idéal, pas que ça soit un premier projet. Pourquoi je dis ça ? Parce que, justement, c'est le risque que tu évoquais. On risque d'être tellement influencé qu'on va modifier notre histoire de départ, et puis c'est plus vraiment notre projet, c'est un projet commun avec l'alpha lecteur finalement. Ça pourrait Exactement. devenir ça. Et c'est un risque. Alors soit on en a tout à fait conscience, puis du coup on évite ce biais-là. Mais une des particularités d'être primo-auteur et d'écrire ses premiers textes, c'est qu'on est dans le doute. Alors je suis encore dans le doute 10 ans après, ou je sais plus combien. J'écris depuis 2000, les années 2000, mais bon. Donc ça fait 20 ans en fait. Et oui, Je suis encore dans le doute sur chacun de mes projets. C'est normal et c'est sain à mon sens. Mais j'ai aussi une certaine certitude par rapport au projet que je veux mener au bout. Alors que mes premiers textes, j'étais dans le doute et tu me disais, bah non, je sais pas, il ferait jamais ça ou ça. Bah je changeais. Parce que Oui, c'est ça. sur la vie d'une personne. C'est ça. Donc c'est le risque qu'on prend avec. Donc, c'est pour ça que je parle du besoin d'avoir un peu plus d'expérience pour faire appel à un alpha lecteur. Mais encore une fois, à Dieu de plume, on donne des conseils et vous en faites bien ce que vous voulez. Enfin, ça doit s'adapter à votre projet, à votre Exactement. personnalité. Et c'est aussi, on partage nos expériences, mais en effet, vous n'êtes pas obligé de nous suivre aveuglément. Alors, en l'occurrence, l'acteur suivant, et peut-être ce que tu disais tout à l'heure quand tu évoquais une espèce d'alpha, enfin qu'on avait un rôle d'alpha l'un avec l'autre ou avec ton épouse, parce que tu vas parler du projet et des rebondissements, etc. C'est peut-être plus le rôle du coach littéraire ou d'accompagnant d'auteur qui est un rôle qui se développe, je trouve, de plus en plus. Enfin, quand on voit sur les réseaux sociaux, il y a de plus en plus de coachs et je discute avec beaucoup d'auteurs qui écrivent leur premier roman et qui se font épauler par un coach, alors que voilà, je pense que ça fait partie des nouveaux métiers de l'écriture. Ce sont des personnes qui sont, il me semble, c'est souvent des éditeurs
des anciens éditeurs ou des auteurs expérimentés. Ou des auteurs expérimentés, effectivement, et qui ont le rôle que tu évoquais tout à l'heure, qui est de discuter un petit peu en amont, enfin alors d'accompagner, puisque c'est dans le terme, d'accompagner le processus d'écriture tout du long, d'avoir une discussion d'amont sur la structure, sur les personnages, sur les rebondissements, sur les twists éventuels, la fin par exemple, sur le message que l'auteur veut faire passer dans son texte. Il y a aussi un côté mindset, je pense, un petit peu. Il y a un côté soutien moral, quoi. Parce que sinon, on ne fait pas la différence avec l'alpha lecteur. Mais il y a ce truc en plus. Le coach littéraire va aussi t'aider à t'organiser dans ton travail d'écriture, à te trouver toi-même dans comment tu fais pour écrire, à savoir si tu es un jardinier, un architecte, ce genre de choses. Donc il y a un côté un peu plus méta sur l'écriture où il va pouvoir t'aider. C'est le côté coaching. Et puis t'aider sur quand tu as envie de tout balancer ou que tu en as marre ou que tu as un peu délaissé ton manuscrit, ce qui nous arrive à tous, mais encore plus quand on a moins les outils, d'être face à une scène un petit peu compliquée à écrire. Et puis on vous renvoie à notre épisode sur la procrastination. Et là, même peut-être que le coach va intervenir en envoyant un petit mail ou un téléphone pour dire bon, t'en es où, est-ce que cette scène elle avance, est-ce que tu veux qu'on en parle, et ça peut être quand même un soutien. Alors ça peut être pénible, mais ça peut aussi être un soutien pour dépasser ses appréhensions, ses réticences et réussir à franchir les obstacles qui peuvent surgir en cours d'écriture. Est-ce que parfois ce rôle-là peut aussi être tenu par un éditeur ou une éditrice avec lequel tu as mené quelques projets, il y a une relation de confiance qui est établie, vous connaissez, et puis elle ou il peut te conseiller dans ce sens-là, et quelque part il fait un peu le coaching du projet en cours, ou pas du tout? Alors j'imagine, à titre personnel, moi je l'ai jamais fait, mais parce que moi je considère vraiment que l'éditeur, il n'est pas là pour te tenir par la main et pour avoir 25 versions de ton texte. Il a pas suffisamment de temps pour ça. Mais après, c'est une discussion à avoir avec son éditeur, on puisse discuter du projet initialement. On parle des auteurs qui sont déjà dans une maison d'édition, donc qui ont déjà... C'est ce que je te dis, quand tu as plusieurs projets avec un même éditeur. Oui, on sort un peu du sujet. Non, mais je me posais la question parce que... Moi, je sais que personnellement, là, dernièrement, par exemple, moi j'ai eu un texte qui a été publié aux éditions Slakin, Vangeviki. Quand j'ai proposé un deuxième texte à mon éditrice, il n'était pas dans le même genre, c'est un roman contemporain plus, alors que Vangeviki c'était plutôt thriller. Il y avait un fil rouge qui était le milieu médical, l'environnement un peu médical, des urgences, etc. Mais j'étais pas certaine que c'était quelque chose qui l'intéresserait. Donc on s'est appelé, on a discuté en amont du projet, mais je dirais que c'était pas une discussion sur la construction du projet lui-même, c'était surtout pour savoir si elle était intéressée et qu'elle pensait pouvoir l'intégrer dans sa ligne éditoriale. Aux éditions. Donc la réponse a été oui. Après, je n'ai pas ressollicité en cours d'écriture pour lui dire j'ai un doute. Mais moi, j'ai pas trop de doutes. C'est-à-dire qu'en général, moi, je j'ai pas d'alpha lecteur et j'ai pas non plus. Alors autant j'aime bien en discuter avec des personnes, en l'occurrence avec toi, essentiellement, comme tu le disais tout à l'heure, parce qu'on se connaît très bien et qu'on a confiance l'un dans l'autre et que souvent ça donne un regard extérieur sur des petits points et se pitcher dans les grandes lignes, le roman c'est chouette, mais j'ai pas beaucoup de doutes, j'arrive moi-même à me faire mon propre coach et à me dire ok, là ça va pas, là je suis démotivée pour telle raison, là je le laisse de côté, etc. J'ai pas tellement besoin. Je pense que c'est pas le rôle de l'éditeur. Je pense que l'éditeur a pas suffisamment de temps à consacrer à ça. Peut-être que c'est une vision
l'éditeur des anciens temps, avant qu'on ait des rentrées littéraires à 600 livres et ce genre de choses. Oui. J'en parlais parce que dimanche, récemment, j'ai vu l'émission Un dimanche à la campagne avec Frédéric Lopez. L'un des invités était, il y avait Benabar, il y avait, pardon, mais j'ai oublié le nom de la. J'ai pas vu l'émission, je peux pas t'aider. C'était une grande cuisinière qui était avec, et il y avait Olivier Norek. Anne-Sophie Pi ? Je ne sais plus. Bon, je peux il y avait Olivier Norek surtout, et il racontait sa rencontre avec son éditrice chez Michel Lafon, et à quel point il l'avait coaché pour monter son niveau littéraire. Donc il avait soumis son tout premier texte, qui était Code 93, Code 93 pour les francophones français qui nous écoutent. Et puis ce texte avait été refusé. L'histoire est incroyable, c'est pour ça que j'en reparle. Donc lui, il était flic à l'époque, et il se dit c'est pas pour moi. En gros, ce qu'il lui disait en lui refusant, c'est ça fait pas assez. Ça fait pas assez 9-3, ça fait pas assez de Saint-Denis. Il y a pas de famille. Le mec, il bosse dans le 9-3. Il n'y a pas de femme immolée dans les caves. C'est pas du tout. Donc on va pas le prendre. Ok. Bon. Donc lui, il fait son deuil là-dessus. Et Huguette, donc le prénom de l'éditrice en question, qui est une directrice éditoriale à l'époque chez Michel Lafon, qui a 83 ans. C'est le premier week-end où elle part en week-end et elle a rien à lire. Ça lui est jamais arrivé de sa vie, et là elle a rien. Et elle trouve le manuscrit sur la table comme ça aux éditions Michel Lafon. Elle dit, c'est à qui ce truc ? T'inquiète, c'est un manuscrit qu'on va refuser, il est bien, mais il est pas assez dans l'air du temps, on va le refuser. Elle dit moi je le prends ce week-end. Dans le week-end, des fois il y a des chances quand même que ça, c'est hallucinant. Dans le week-end, Huguette lit le manuscrit, et le lundi il y a réunion éditoriale. Et puis, elle s'assoit au milieu de tout le monde, puis elle dit, ce truc-là, pourquoi vous l'avez refusé ? Donc, ils font la même réponse. C'est pas assez 9-3, vraiment, c'est pas réaliste, machin. Elle se lève et elle dit, mais parmi vous, là, qui est allé dans le 9-3 dans les 6 derniers mois ? Évidemment, personne ne lève la main, c'est tous les gens qui habitent dans le 16e, dans le 5e, à Paris. Et qui sont surtout pas flics. Elle dit, j'ai ma réponse, cet auteur, je le prends, et ça sera moi qui vais le coacher. Et à partir de là, elle l'a pris et elle l'a coaché en mode... cette phrase-là, elle fonctionne pas. Il faudrait que tu arrives à ressortir tel et tel sentiment, mais je vois bien que tu comprends pas ce que je veux dire, donc tu vas aller lire le premier chapitre de, je prends au hasard, Le Horla, tu reviens et on en discute. Et donc il fait ses devoirs, il va lire le truc en question, un grand classique, il revient et puis il discute du sentiment qu'il a eu à la lecture, etc. Il dit, c'est ça que je veux que tu retranscrives, comment on s'y prendrait pour faire ça. Donc vraiment, il y a eu du gros coaching, et elle l'a fait grandir dans sa... tu m'étonnes, mais... dans son écriture par rapport à ça, tu vois. Et elle l'a coaché sur plusieurs bouquins, comme ça. Donc c'est pour ça que je t'amenais Huguette, elle avait 83 ans. Qu'est-ce qu'elle faisait encore là ? Elle était dans les pionniers, dans les membres fondateurs, j'imagine. Donc elle pouvait se permettre, c'est génial, mais elle avait ce poids-là aux un rêve, mais voilà, et elle pouvait se permettre de dire, je vais consacrer tout mon temps à coacher ce jeune garçon prometteur, ce en quoi elle a eu le nez creux, on est bien d'accord, mais il faut... Une Norek, c'est 3,5 millions d'exemplaires. Non, mais c'est des reprises audiovisuelles, etc. Mais c'est juste l'histoire de rêve. À une voix près, rêve, quoi. À une voix près, c'est un prix Renaudot, Norek. Oui, donc, exact. Et lui, il raconte que c'est grâce à cette dame. Ah, mais c'est incroyable. Là, c'est l'histoire. Olivier Norek, il te dit, il faut que vous regardiez cette émission. C'est l'émission du dimanche 2 novembre, je crois, 2025. Il te dit qu'il a eu son bac de français. Il a eu 5 à son bac de français. Il ne sait pas écrire à la base, jusqu'à certains événements dans sa vie où il y a un espèce de chiffre dans sa tête, et il se met à écrire bien, suffisamment pour être à l'aise pour faire un roman, mais tu vois. Ah ouais, incroyable. Donc bref. C'est une super belle histoire. Maintenant, c'est une histoire qui, à part à Norek, n'arrive pas. On peut en faire un roman, on peut en faire un roman, mais on est dans les exceptions. Mais sinon, en tout cas, Huguette, c'était un coach littéraire. C'est ce que tu décris, c'est exactement ça. En général, c'est pas l'éditeur qui s'en charge, c'est une personne soit bienveillante de l'entourage qui croit en toi et qui t'aime suffisamment pour consacrer des heures et des heures à ça, soit quelqu'un que tu payes. C'est pour ça que tu parlais de nouveaux métiers dans le monde littéraire, et je pense que c'est pour ça, c'est que
ces fonctions-là qui pouvaient parfois être dédiées à l'éditeur, elles ont disparu parce qu'ils n'ont plus le temps. Il y a beaucoup plus de pression commerciale et médiatique, beaucoup plus de sorties. Donc tu as raison, ils n'ont plus le temps de le faire. Et donc ça revient à l'auteur. Et l'auteur, comment il peut faire par lui-même, c'est difficile. Et c'est là qu'on a l'apparition de ce nouveau métier de coach littéraire. Absolument. Et qui... mon ordinateur s'éteint. Ciel. Alors pour la suite... Voilà, j'ai rallumé. Tu as assez de batterie? Oui, ça va. Okay. Ça va tout bien. On a aussi un autre acteur dans le polissage du texte. Ça va être le correcteur / réviseur. On a écrit ça comme ça. Quel est son rôle? Alors, il est souvent confondu lui aussi avec le bêta-lecteur. Et souvent, on peut commettre l'erreur de penser que le bêta-lecteur a un rôle de correcteur. Tu l'as évoqué tout à l'heure et c'est pas le cas. C'est-à-dire que le bêta-lecteur n'est pas là pour regarder les fautes d'orthographe, les fautes de syntaxe, les phrases grammaticalement douteuses et ce type de problématique, ainsi que le respect des règles de typographie. Par exemple, typiquement dans les exemples les plus connus, le tiret quadratin des dialogues et non pas le tiret simple, le trait d'union, ou le tiret du 6 pour nos amis français. Nous on n'a pas le même clavier, donc sur le 6 ça n'a rien à voir avec le tiret, mais quoi qu'il en soit, il y a des règles comme ça qui... alors, il ne faut pas commettre l'erreur de se dire, de toute façon, ces questions-là, moi, ça m'est égal, je fais des listes à puces pour mes dialogues. Mais juste finis ta phrase, donc ça, c'est justement pas le rôle du bêta-lecteur, parce que c'est le rôle du correcteur. C'est le rôle du correcteur, mais il est important, quand on va soumettre un texte en maison d'édition, il y aura des correcteurs en aval. Il ne faut pas compter dans la maison d'édition, mais si on soumet un texte à l'éditeur avec vraiment des erreurs truffées de fautes, des erreurs telles que celles que je viens d'évoquer, c'est illisible. Et le texte, aussi bon soit-il, risque d'être refusé par la maison d'édition et le comité de lecture uniquement parce que dans la forme, ça fait saigner les yeux. Donc, c'est pas leur premier motif de refus, mais si vous faites pas cet effort, il y a aussi cet effet-là de dire il a même pas fait l'effort d'eux. Exactement. Et ça peut le sortir de sa lecture, et c'est des gens qui n'ont pas le temps. Donc c'est des gens qui vont lire très très vite vos manuscrits. S'ils sont pas formatés, on y viendra plus tard, mais s'ils sont pas formatés comme attendu, si on leur facilite pas ce moment de lecture, on s'enlève des chances finalement. Donc, oui, et puis alors ils ont pas le temps, et puis ça donne quand même une image d'amateurisme. Oui, c'est ce que je disais. Voilà, mais même pas fait l'effort de. Voilà, c'est exactement ça. C'est le truc, mais respecte l'éditeur qui va te lire et donne quelque chose qui est le plus propre possible. Donc, est-ce que on a toujours besoin d'un correcteur? Bon, à part des exceptions, si on est vraiment très 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 bon en orthographe, ou qu'on a vraiment... Le problème, ce qui est souvent cité à ce stade et qui est assez vrai, c'est que la plupart des auteurs, à force de lire leurs textes et d'être immergés dans l'histoire, ils voient plus les fautes, même grossières. C'est pas assez vrai, c'est totalement vrai, c'est 100% ce qui se passe, c'est un biais cognitif connu. Moi, pas trop. C'est parce que tu mets peut-être. C'est pour ça que je mets une espèce d'exception avec moi, parce que je sais pas, je vois les fautes. Mais en général, ton cerveau passe par-dessus ces fautes-là. Exactement. D'où l'intérêt d'avoir une tierce personne qui fait ce travail. Alors après, est-ce que on pourrait se contenter, par exemple, de logiciels, parce qu'on a quand même maintenant le développement de l'intelligence artificielle, la thématique de l'épisode n'est pas là-dessus, mais ou des équivalents, à savoir des logiciels comme Antidote, pour citer le plus connu. Est-ce que, selon toi, si on passe son texte dans Antidote, admettons, est-ce que ça peut suffire et remplacer un correcteur à ce stade? Alors j'ai fait le test pour vous. Magnifique. Et alors sur plusieurs manuscrits, avec une bêta-lectrice qui m'a aidé à spotter, à retrouver certaines fautes que j'ai corrigées, un premier passage dans Antidote qui m'a trouvé plein de fautes que j'ai corrigées, une relecture
par moi-même derrière, où j'ai retrouvé des fautes que j'ai corrigées. Et après, j'ai soumis ça à un correcteur professionnel qui m'a trouvé Des fautes, plein de fautes. des dizaines et des dizaines de fautes. Bon, voilà. Donc, je pense qu'on est encore maintenant, malgré l'IA, malgré les progrès de ces logiciels, le cerveau humain est encore imbattable à ce jeu-là, de trouver des fautes, parce qu'il y a tout un contexte autour d'un mot ou d'une faute qui fait que ça va changer la grammaire, l'orthographe, la disposition des lettres, ce genre de choses. Et que l'humain va comprendre beaucoup mieux que n'importe quel logiciel. Donc à mon avis, les deux sont complémentaires et nécessaires. Et puis, il faut rajouter à cela, je suis tout à fait d'accord avec toi, et puis il faut rajouter à cela les effets de style ou la volonté par exemple, de faire des répétitions ou de tourner une phrase d'une certaine manière qui ne sera pas comprise par la machine, mais qui est une volonté de l'auteur. Et ce sera beaucoup mieux compris, je pense, par comme tu dis, un cerveau humain que par une machine, ce qui d'une certaine manière est quand même rassurant. Se dit que l'écriture de fiction et la littérature, il y a des gros progrès qui sont faits par ces machines. Encore des beaux jours devant elles avec des auteurs humains. Donc voilà, le correcteur, il est vraiment là aussi ça semble évident, mais sur la version finalisée du texte. C'est-à-dire, il ne faut pas envoyer au correcteur si vous voulez encore changer des choses, rajouter des chapitres, modifier. Le correcteur, il intervient vraiment dans la phase finale. C'est pour ça qu'il passe après le bêta-lecteur. Il passe après le bêta-lecteur. Après le retour de bêta-lecture, possiblement, tu peux changer des choses dans la structure, dans l'ordre des chapitres. Exactement. Tu peux rendre plus proéminent un personnage qui ne l'était pas, ou inversement, enlever un personnage qui finalement n'apporte rien à l'intrigue et l'histoire. Parce qu'il n'a pas de parcours, et tu peux très bien t'en passer. Ça m'est arrivé 2 fois dans le dernier manuscrit. Et encore, on m'a dit d'enlever certains autres que j'ai voulu garder, donc on fera ce choix avec une maison d'édition si mon texte est sélectionné. Mais malgré ça, donc après la bêta-lecture, il y a beaucoup de changements qui peuvent encore s'opérer. Donc il faut être... si je donne mon texte à corriger à un correcteur, je le retrouve avec beaucoup moins de fautes. Il y en aura encore. De toute façon, il y en a toujours. Mais il va être publiable en l'état. Et que je refais des modifications derrière, je recrée des fautes nécessairement. Voilà, donc il faut nouveau payer le correcteur. Et c'est pas efficace. Donc c'est le dernier truc. Pas ça. C'est le dernier truc sur le texte, cette phase de correction. Oui, ça coûte cher. Si on se place du point de vue auteur indépendant, qu'on veut publier nous-mêmes notre texte, c'est absolument nécessaire, mais ça coûte cher. Les prix sont facilement trouvables sur internet, mais pour un manuscrit assez large comme les miens, disons des romans de 300-400 pages, on est entre 600 et 1500 francs, ça dépend ça fait 500 et 1000 euros quoi. Ça dépend un peu de l'expérience du correcteur, de sa notoriété, ce genre de choses. C'est cher, mais franchement, ça vaut le coup parce que on a un texte qui est vraiment poli, au sens bien fini, après tout ça. Donc ça me semble nécessaire. Je connais même certains auteurs qui vont faire appel quand même à un correcteur avant de faire une soumission en maison d'édition. Et derrière, il y aura le correcteur de la maison d'édition qui va repasser. Oui, mais c'est ce qu'on disait. De toute façon, avant la soumission, ça reste nécessaire. Et je pense que ça reste nécessaire même quand on est déjà auteur de la maison. Alors après, tout dépend, malgré tout, je pense, du niveau de spontané d'orthographe et de capacité à écrire un texte propre de l'auteur. C'est-à-dire que l'auteur qui est déjà installé dans la maison d'édition, qui soumet un texte à l'éditeur, ça va pas être rédhibitoire, sauf si il est dyslexique ou qu'il a vraiment des mauvaises capacités en orthographe, où là, même en connaissant l'éditeur et en étant déjà dans la maison, ça peut être sympa quand même d'avoir un minimum de correction pour donner un texte un minimum propre à son éditeur, je pense. Ensuite, alors, quel autre acteur ? On rentre dans l'autre monde, c'est-à-dire quelque part en tant qu'auto-édité, ça s'arrêterait là, parce que j'aurais pas. En effet. Mais il y a aussi tout le monde de l'édition à compte d'éditeur, et donc là, on va avoir affaire à un autre acteur qui va être l'éditeur justement ou l'éditrice. Quel est son rôle ?
Le tout premier rôle, ça va être la sélection des textes. C'est-à-dire, Donc, ils ont une double casquette, à la fois sur la qualité littéraire, mais aussi une casquette sur le risque commercial que va prendre la maison d'édition à publier votre texte ou pas. Et donc, avec cette double casquette, il doit juger un texte en se disant est-ce qu'il correspond à la ligne de ma maison d'édition ou de la collection que je dirige ? Est-ce qu'il apporte quelque chose à cette collection ? Est-ce que je suis séduit moi-même par ce texte, par cette histoire, et que j'ai envie de le porter et de l'amener à un certain niveau et à la publication ? Mais aussi, est-ce qu'il va correspondre ? Est-ce qu'il y a un lectorat ? Est-ce qu'il y a un lectorat pour ce texte ? Est-ce qu'il va y avoir une certaine forme de succès commercial qui nous permet au minimum de rentrer dans nos investissements, voire de gagner des sous avec ce texte. Tout ça rentre en ligne de compte, donc ça rentre dans les critères de la sélection. Alors, il va se faire assister, on en parlera, il y a un autre acteur, qui est un acteur de groupe, qui est le comité de lecture. Donc il va se faire assister pour la sélection de ces textes, mais c'est un de ses premiers rôles. Et puis, il a d'autres rôles si votre texte est sélectionné, qui vont être, par exemple... Pardon. Oui, je pensais que t'allais enchaîner. Oui, mais il peut accompagner l'auteur. Alors à la fois en amont de la publication, mais aussi après, parce qu'il y a les événements liés à la publication, les services presse, les trucs comme ça. Alors c'est toute une équipe, la maison d'édition, mais il en fait partie aussi, ou elle en fait partie. Mais il va vous accompagner. Vous allez pouvoir retravailler éventuellement la structure. Certains éditeurs vont vous aider à peaufiner le texte, à affiner certains chapitres qui ne sont pas au niveau des autres. Ils vont avoir cette vision un peu macro de l'ensemble du texte et ils vont vous aider là-dessus, de manière à ce qu'il y ait une sorte d'aller-retour entre vous et l'éditeur et l'éditrice pour améliorer le texte, dans le but d'améliorer le texte. Oui, il y a clairement un travail, le travail qu'on appelle l'editing, qui est une fois que le texte a passé la barre et a été sélectionné, il y a en effet alors tout dépend des maisons d'édition, mais dans la plupart des maisons d'édition traditionnelles, il y a c'est le rôle de l'éditeur de relire le texte, de l'annoter et puis de faire des remarques avec commentaires dans la marge du texte qui sont généralement sur comme tu dis, la structure, là peut-être cette scène, on pourrait la raccourcir, on pourrait modifier ce dialogue, là la phrase sonne pas bien, etc. Enfin, là je ne comprends pas. Voilà, toutes sortes de remarques qui finalement pourrait être un petit peu un mix des remarques d'amont faites par le bêta-lecteur et le correcteur, mais sur un texte qui est déjà beaucoup plus abouti et où l'éditeur va avoir encore une autre vision. En général, c'est là on est sur un texte qui a été choisi, donc qui va être publié. Donc le rapport qu'on va avoir avec l'éditeur à ce stade-là est beaucoup plus un échange et des suggestions. Enfin, moi, je le vis toujours comme ça, les retours des éditeurs. D'ailleurs, là, j'ai un texte que je viens de recevoir de Slatkin pour ma prochaine sortie. Le mail qui accompagne, mon éditrice me dit, voilà... comme d'habitude, tu te sens libre d'approuver mes suggestions ou de les rejeter ou voilà, et c'est vraiment... c'est l'auteur qui décide normalement. À ce stade-là, c'est l'auteur qui décide, mais moi j'avoue, c'est toujours... c'est un gros critère, cette phase-là, pour moi, en faveur d'un travail en maison d'édition. C'est-à-dire que je pense que c'est ce travail... c'est ce que tu évoquais tout à l'heure, que Huguette a fait avec Olivier Norek. Ce travail et cet échange avec l'éditeur, il faut mettre un petit peu son ego de côté, et souvent, ils ont quand même vraiment l'habitude, ils connaissent le lectorat, ils connaissent leur maison d'édition, sa ligne, et on a tout intérêt, à mon avis, à suivre leurs conseils en général, qui sont des bons conseils. Ils ont beaucoup plus d'expérience que nous, donc ça fait du sens
au moins de se poser la question sur... parce qu'en gros, tu reçois un fichier Word avec des avec commentaires. du rouge partout. Voilà, avec 1 millier de commentaires par chapitre. J'exagère, mais bon, ça dépend des éditeurs. Et à chaque commentaire, tu dois te poser la question si peut-être qu'il a raison ou pas du tout parce que je voulais dire ça. Et même on peut discuter par commentaire Oui, alors on interposé. peut discuter, on peut commenter les commentaires. Enfin, alors moi c'est très souvent ça. C'est ce jeu-là, moi, que je trouve intéressant. Mais oui, et c'est super drôle. Et puis en plus c'est drôle, c'est-à-dire quelquefois il y a des petits échanges. Enfin quand on connaît bien son éditeur ou son éditrice, il se met à y avoir des petits échanges et des private jokes. Moi j'en ai eu avec un smiley et puis tu m'as trop fait rire là, etc. Oui, exactement. Et c'est chouette et c'est pas du tout un travail rébarbatif. Enfin moi c'est une phase que j'aime bien et il faut vraiment toujours garder à l'esprit que de toute façon l'éditeur il aime ton texte, il l'a choisi. Donc t'es plus dans un challenge où à chaque changement tu vas te poser la question mais est-ce que ça va plaire, est-ce que ça va séduire un éditeur, tu l'as déjà séduit donc c'est beaucoup plus cool. Et là on peaufine vraiment et en effet je pense que l'expérience de l'éditeur, son expertise, je pense qu'il y a une petite nuance de terminologie entre les deux termes, ça ne peut que profiter au texte. Ensuite, l'éditeur, c'est lui qui tient les cordons de la bourse, donc c'est lui qui va tout financer. On rappelle que dans le... Alors là, quand tu dis l'éditeur, c'est pas la personne c'est l'éditeur, qui fait la structure. C'est la structure. La structure, oui. Qui va financer. On rappelle que dans le principe d'édition traditionnelle, en maison d'édition dite à compte d'éditeur, mais l'explication est dans la terminologie, c'est-à-dire que l'auteur ne paye rien, donc c'est l'éditeur qui va financer tout ce qui suit, c'est-à-dire que tous les acteurs dont on va vous parler dans la suite de cet épisode, ce sont des professionnels qui vont avoir pour mission de fabriquer l'objet livre et ils sont financés intégralement par l'éditeur. Donc c'est assez logiquement, je pense, l'éditeur par le fait décide notamment du nombre d'exemplaires tirés, de beaucoup de choses, parce que c'est lui qui paye. Ce qui ne veut pas dire que ces acteurs ne sont pas accessibles aux auto-édités, par exemple, puisqu'ils y ont accès, mais simplement c'est eux qui vont payer plutôt que la maison d'édition. Si tu fais appel à un graphiste pour faire ta couverture, eh bien, tu vas sortir les sous toi-même si tu es auto-édité. Entendu. Et c'est financé par la maison d'édition, par l'éditeur, si tu es en maison d'édition à compte d'éditeur. Voilà, donc juste une parenthèse, mais qu'il est toujours bon de rappeler. Si votre éditeur vous demande de l'argent ou vous demande... Ce n'est pas un éditeur à compte d'éditeur. Voilà, s'il vous demande, quelquefois, il y a des espèces de systèmes boiteux, on va vous demander d'en vendre 200 de votre côté ou d'en acheter 200, ou etc. Une maison d'édition classique et je dirais digne de ce nom ne va jamais demander ça. Moi, j'avais l'habitude de dire... c'est un nom pour ces gens-là. Je modère un peu mon propos. C'est pas un nom, parce qu'on connaît un auteur qui publie ses livres par ce biais-là. Donc mais une maison à compte d'auteur. Voilà, mais c'est un vrai choix qu'il a fait en conscience, en sachant, le risque qu'il prenait, ce qui était attendu de sa part et ce qui était attendu de la maison à compte d'auteur. Donc si c'est un choix, pourquoi pas. Mais je pense que la meilleure option reste, quitte à faire ce choix, je préfère l'auto-édition, c'est un choix très personnel. De toute façon, je pense qu'on fera un épisode, on consacrera un épisode entier, je pense, aux différents types d'éditions, parce que toujours dans cette série, d'essayer de donner une vision un petit peu globale de ce à quoi on s'engage quand on décide d'écrire un roman, c'est un sujet qui est vraiment large et qui justifie un épisode, je pense. On l'a évoqué tout à l'heure, le comité de lecture. Donc le comité de lecture qui est... Alors, ça dépend là aussi des maisons d'édition. Ça dépend de la taille de la maison d'édition. Exactement, parce qu'il y a quelquefois l'éditeur, l'éditrice et le comité de lecture, c'est les mêmes, quoi. Ça peut arriver. Il y a des éditeurs qui sont seuls sur les petites structures. Alors souvent, ils ont quand même dans les petites structures, une petite équipe de bénévoles qui font le comité de lecture, un premier tri. Et c'est ce fameux premier tri qui est souvent redouté par les auteurs et
ce qui se comprend. C'est vrai qu'il y a des masses de manuscrits, enfin selon les maisons d'édition, il peut y avoir des réceptions sur les maisons d'édition les plus connues et les plus prestigieuses. C'est des dizaines, voire des centaines de manuscrits qui arrivent par mois. C'est impossible à gérer par une personne seule, et même les comités de lecture font souvent malheureusement, c'est comme ça, c'est un survol. Il est vrai, on entend souvent les auteurs un peu se plaindre que leur manuscrit n'a pas été lu. Alors il a été lu, mais pas dans son intégralité bien souvent. Alors ils ont tous leur technique pour décider oui ou non. Ça se joue sur le synopsis. Bon, ça aussi on fera un épisode là-dessus sur comment mettre toutes les chances de son côté quand on envoie son manuscrit à une maison d'édition. Ça va se jouer sur le synopsis, ça va se jouer sur les premières pages. Quelquefois, il y en a qui vont piocher au milieu, qui vont prendre... Il y a des petites habitudes qui sont... inhérente à chaque personne qui travaille dans un comité de lecture, de dire à la page 119, je la prends, je la lis et je vois ce que j'en pense. Et l'objectif de cette phase-là, c'est de faire un premier tri. Et selon la taille des maisons d'édition, il peut y avoir même plusieurs étapes avant que ça arrive. Plusieurs comités. Exactement, plusieurs comités. Sur une grosse maison, tu vas avoir des stagiaires, tu vas avoir des juniors et tu vas avoir des seniors, par exemple. Voilà. Et parfois, tu as à passer les 3 étapes de comité. Avant d'être lu intégralement. Avant d'être lu intégralement et par une décideuse ou un décideur qui est l'éditeur, le rôle d'éditeur dans la maison d'édition. Et ça dépend beaucoup de la taille de la maison. Ça explique aussi pourquoi les très gros acteurs en termes de maison d'édition, il y a beaucoup de sélection. C'est parce qu'il faut passer tous ces caps, mais aussi c'est parce qu'ils en sont venus là parce qu'ils ont beaucoup de soumissions. Et que trier 600 manuscrits à l'année, c'est humainement impossible, sauf si on a une grosse équipe. Et donc c'est ce tout premier échelon de base, on va dire, les stagiaires ou le comité de lecture externe à la maison, il est surtout là pour trier le grain de livret. Les erreurs les plus communes, ça serait d'envoyer une maison d'édition qui ne publie pas le genre que vous leur soumettez. Si je fais du thriller et que j'envoie une maison qui publie de la poésie et des textes universitaires, le rôle du comité de lecture, ça va être de dire non, mais c'est un policier, merci, au revoir. Exactement. C'est ce genre de choses. Ils vont trier aussi les manuscrits horribles, ceux qui sont très très mal formatés, bourrés de fautes, qui sont illisibles, pas, qui ne génèrent aucune émotion. Et puis après il y a ceux qui sont bien formatés, il faut quand même que ça évoque quelque chose et qu'on a envie de passer. Puis après on passe les étapes jusqu'à éventuellement arriver à l'éditrice, à l'éditeur qui va faire un choix final. Lui probablement, comme il y a eu ses premières validations, lui ou elle, va lire en général dans l'intégralité parce que c'est lui qui prend le risque qui prend le risque de publication finalement. Exactement. Alors lui ou alors le comité éditorial. Voilà, on est dans la dernière strate, on va dire. Donc il y a quasiment pas moyen de les contourner. De savoir comment ça se passe, ça aide beaucoup à améliorer son texte pour pouvoir le proposer en maison d'édition. C'est pour ça qu'on insiste sur choisir la bonne maison, choisir la bonne collection littéraire, c'est-à-dire regarder ce que fait la maison d'édition et proposer que à des maisons d'édition votre texte, s'il rentre dans le cadre de cette maison d'édition, sinon vous enlevez des chances, voire vous les annulez. C'est pour ça qu'on insiste sur la correction, c'est pour ça qu'on insiste sur la mise en page, on y viendra plus tard, ou dans un autre épisode, je sais plus ce qu'on a prévu. La mise en page précisément pour la soumission, ce genre de choses. Bon, on passe à une autre catégorie, entre guillemets, on a intitulé les acteurs du domaine visuel et technique pour la création de l'objet livre. On est à la phase suivante. On est à la phase où vous avez victorieusement passé toutes les épreuves qu'on vient de citer, où votre texte, soit a été accepté par une maison d'édition, soit vous avez fait le choix de l'auto-édition avec le texte lui-même, l'histoire est finalisée, et en effet maintenant il va falloir
créer le livre. Au stade où on se trouve, c'est un fichier PDF ou Word et il faut le transformer en livre. Alors, ces acteurs sont donc des acteurs, comme on le disait tout à l'heure. Si vous êtes en maison d'édition, ce sont les mêmes. Ils vont être présents dans les étapes de tous les livres qui sortent. En revanche, les maisons d'édition, elles ont généralement leur professionnels attitrés et ce sont elles donc qui vont les financer et les mandater, tandis qu'en auto-édition, c'est vous qui allez les choisir. Ce qui est un gros argument pour les écrivains qui choisissent l'auto-édition d'ailleurs, c'est de dire moi je veux choisir pour ma couverture tel illustrateur, je veux tel maquettiste parce que j'aime beaucoup son travail, etc. Si vous êtes en maison d'édition, vous aurez moins le choix. Ils ne sont d'ailleurs pas exclusifs les uns des autres, très rarement. C'est rare qu'un graphiste, par exemple, ne travaille qu'avec une maison d'édition, il va avoir des travaux freelance, et c'est par ce biais que vous pouvez atteindre, entre guillemets, la qualité d'un créateur de couverture qui travaille pour Albin Michel ou autre, mais simplement par ce biais freelance. J'ai moi-même utilisé des correcteurs et des illustrateurs qui travaillent en maison d'édition, en fait. Donc c'est tout à fait accessible, c'est pas ce qu'on est en train de dire. Mais oui, voilà, la différence est quand même financière. La différence est financière, c'est-à-dire que c'est toi l'auteur qui finance dans le cadre de l'auto-édition ou de l'édition à compte d'auteur. Non, je voulais dire, quand je disais la différence est financière, est-ce qu'il y a, donc toi qui as déjà travaillé avec des illustrateurs ou qui travaillent avec une maison d'édition, est-ce que c'est plus cher ? Je peux pas te répondre, puisque c'est l'illustrateur qui va faire son prix. Donc le prix qu'il m'affiche, je peux pas benchmarker et appeler la maison d'édition pour savoir. Quand il bosse pour vous, il bosse pour combien ? Parce que non, mais je veux dire, est-ce qu'un illustrateur qui, par ailleurs, est connu pour travailler avec une maison d'édition et qui ferait à côté du freelance, j'imagine qu'il sera plus cher dans son freelance qu'un freelance qui fait que du freelance. Pour une bonne raison, c'est qu'en général, s'il est choisi par une maison d'édition, c'est qu'il produit de la qualité. Oui, tout à fait. Oui, donc ça se justifie. Ceci dit, il y a plein d'illustrateurs et de créateurs de couverture qui sont excellents et qui ne travaillent pas avec des maisons d'édition aussi. Bien entendu. Et en plus, dans tout ça, il faut ressortir le fait que c'est totalement subjectif. C'est-à-dire que l'auteur, la couverture, il va choisir un style, il va choisir dans le cadre de l'auto-édition, il va choisir un style graphique, un format, et donc il va se tourner naturellement vers un graphiste qui va proposer ce genre de couverture. C'est en général la devanture de leur magasin sur le web, c'est ça, ils montrent les couvertures qu'ils ont déjà réalisées. Absolument. Ou ils font des mock-ups de livres existants en réinventant la couverture, qui te permet à toi, auteur, d'imaginer comment pourrait être la tienne, et à ce moment-là, tu fais appel à lui ou pas. Alors vous aurez moins ce choix en maison d'édition puisqu'il y a déjà des partenariats, ils ont déjà affaire à ces illustrateurs, ces créateurs de couverture attitrés. Puis ils ont une ligne en général, ils ont souvent une ligne graphique. Voilà, il y a aussi cet avantage-là, c'est que quand on est primo-auteur, on n'a pas vraiment d'idée de quelle serait une bonne couverture ou une mauvaise pour notre bouquin parce qu'on n'a pas beaucoup d'expérience. Ou alors, on a des idées mais qui sont désastreuses sur un plan commercial. C'est-à-dire que ma couverture va être jaune fluo avec un titre noir et des éclairs partout parce que mon histoire elle ressemble à ça et peut-être que ça va être un désastre commercial. Oui, alors ça c'est un peu caricatural, mais ce qui se fait beaucoup plus et qui est peut-être pas désastreux mais qui est à mon avis un petit peu dangereux, c'est de se dire voilà, il y a ma belle-sœur qui est peintre amateur et elle a fait une super peinture, j'aimerais la mettre en couverture d'abord parce qu'elle est d'accord, ça lui fait plaisir, moi je l'aime bien, etc. Ou moi je dessine à mes heures, j'ai fait un petit dessin très très drôle qui irait très bien pour la couverture. Je dis ça parce que je me souviens sur ma première maison d'édition d'un auteur qui avait fait ça, qui dessinait et qui avait dessiné une espèce de truc BD, mais c'était moche, c'était pas du tout réussi. Et je me souviens que l'éditeur m'avait dit en off qu'il n'avait pas réussi à dissuader l'auteur. Alors pourtant c'est dans une maison d'édition, une toute petite maison d'édition, et l'auteur était accroché sur ce dessin et le bouquin de fait ne marchait pas du tout.
un peu, certainement à cause de cette couverture qui était... alors, je dirais qu'il est quand même bon de rappeler que la couverture, c'est un sujet compliqué. On l'a déjà traité d'ailleurs sur plusieurs épisodes précédents. On vous renvoie à leur écoute. Il y a la couverture qu'on aime et il y a la couverture qui va plaire au public. Et c'est pas nécessairement la même chose. Malheureusement. En l'occurrence, les illustrateurs qui ont l'expérience, que ce soit en maison d'édition ou que ce soit en freelance, mais qui ont une certaine expérience, peut-être qu'ils seront un petit peu plus chers, mais peut-être qu'ils maîtriseront les codes du genre dans lequel vous écrivez et de ce qui va plaire, des effets. Il y a beaucoup des effets de mode dans ces... surtout dans les genres. Dans les genres, absolument. C'est vrai que... Alors après, il faut se dire des fois, est-ce que je reste dans le cliché, dans la fantaisie ou dans la romance, ou voilà, on est toujours dans des... il y a du pour et du contre, on va tout de suite identifier le genre et avoir quelque chose qui rassure le lecteur, ou s'en détacher, mais plus vous aurez les conseils d'un illustrateur qui a de l'expérience, moins vous aurez de risques de vous planter, et la couverture est quelque chose de tellement fondamental que c'est bien de la laisser dans les mains d'un professionnel, en tout cas, à mon avis. Et ces codes-là, ils varient en plus en fonction du pays de publication. C'est pour ça que vous allez avoir des couvertures différentes selon l'endroit où le livre est publié. Moi, par exemple, j'ai une grosse affinité pour les livres anglo-saxons. Leurs couvertures, surtout dans le genre, sont incroyables, avec des embossages, des illustrations magnifiques, des prises de risques. Mais tous leurs bouquins sont comme ça, et ça commence gentiment à arriver sur le marché français, francophone, mais pas sur le... Enfin, c'est pas encore vraiment ça, quoi. Donc, il vaut mieux se tourner vers un professionnel qui sait. Ça peut être aussi le rôle de la maison d'édition, justement, qui va probablement faire des propositions de... Mais c'est le rôle de la maison d'édition. Je dirais Toi, même... tu as plusieurs propositions quand tu es en... Où elle te dit tu veux quoi pour ta couverture et tu dis j'aimerais un gros chat avec un clavier de machine à écrire ou... Ça dépend des maisons. Il y a des maisons qui ont une identité graphique forte et où il y a peu de choix parce que le roman s'intègre dans une collection et que tu vas pas... elle doit être identifiable et ça prime sur la couverture elle-même. Je pense notamment... à titre personnel, moi, c'est mon expérience avec une maison d'édition comme Ozu Suisse, qui est une maison d'édition jeunesse. Quand tu rentres dans une collection, notamment sur les frissons suisses, moi j'en ai écrit 2. Il y a le bandeau frisson suisse, c'est jaune, toujours le même. Enfin, il y a un code. Il y a un code pour qu'on reconnaisse. Et il y a un code dans le style d'illustration. Ils n'ont pas toujours les mêmes illustrateurs, mais d'un frisson à l'autre, c'est quand même assez reconnaissable et ça va être très différent, par exemple, des horreurs suisses ou des Maëlys et Lucien. Enfin, pour chaque collection, c'est très cadré et c'est toujours un petit peu la même chose. Alors, j'ai eu quand même le choix de la couverture dans le sens où on m'a dit, voilà la couverture, qu'est-ce que t'en penses ? Et j'imagine que si j'avais été totalement hostile à la couverture pour X raisons, bien je les aurais sans doute bien embêtés, mais ils auraient certainement proposé autre chose, mais on serait resté dans un esprit qui était celui de la collection. Mais ça encore une fois, comme je disais, je le répète, il y a le fait d'aimer la couverture et le fait de raisonner en termes commerciaux. Donc, par chance, j'aime bien mes couvertures, il n'y a pas eu de problème là-dessus. Ça, c'est quand tout s'aligne et que la proposition qu'on te fait, tu aimes la couverture et ça aide aussi à vendre toi-même le bouquin, donc t'es content. Bien sûr, il ne faut pas détester sa couverture, c'est évident. En tout cas, il faut savoir le dire. Si vraiment tu détestes la couverture qu'on te propose, il faut le dire pour que que ça se passe pas mal. Moi, ça m'est arrivé aux escales, mais... Alors, parce que tu demandais, est-ce que quand, dans les maisons d'édition, on nous demande, et j'ai été assez étonnée, moi j'ai eu plusieurs maisons d'édition, ils m'ont dit qu'est-ce que tu veux comme couverture, dont Slatkin, alors que Slatkin est quand même une maison d'édition qui... plus établie, quoi. Je dirais, c'est pas parce qu'il manquait d'idées, parce que ça m'est arrivé aussi j'étais aux éditions Mon Village, et pour Sans lui, qui était un de mes premiers romans, et l'éditeur m'avait dit, qu'est-ce que vous voulez comme couverture, trouvez-moi une... Enfin, c'était lunaire, c'était envoyez-moi
moi une image de couverture. Enfin, c'est moi qui l'ai cherché. Le résultat, il est pas terrible du tout. C'est pas très professionnel. C'est pas très professionnel, tandis que Slatkin, c'est vraiment dans une... c'est pas du tout dans ce cadre-là, c'est-à-dire que c'est qu'est-ce que tu aimerais sur la couverture, comment tu la vois, fais-moi des propositions, et puis c'est vraiment pour que tu aimes ta couverture, en sachant qu'après c'est un dialogue, et à partir de ce que tu suggères, ils vont eux travailler pour que ça soit dans la ligne. Alors j'ai fait une proposition sur le prochain, je verrai ce qui me sort, en tout cas j'ai fait plusieurs propositions, l'éditrice m'a dit « Ah, celle-là me plaît beaucoup, on va partir là-dessus », donc je verrai si ça ressemble au final ou pas, je ne l'ai pas encore vu. Sur Venge et Vicky, elle m'avait posé la même question. Bon, ça se passe dans le milieu du patinage artistique. Donc moi j'avais dit peut-être en une silhouette de patineur artistique qu'on voit de loin en train d'évoluer sur la glace. Je voyais quelque chose comme ça. Je voyais quelque chose dans les noirs sans doute, puisque c'était quand même un thriller. Résultat, elle est rouge. Elle est magnifique. Enfin moi elle me plaît énormément. Elle est rouge avec des patins qui sont suspendus à une patère, des patins à glace, et c'est tout. Et le titre en gros, elle est super réussie. Mais c'est rigolo parce que on m'a posé la question, j'ai plus ou moins fait une réponse, on n'en a pas nécessairement tenu compte, oui et non, et puis ce qu'on m'a proposé, moi j'ai souvent envie de dire, je fais l'effort de répondre parce que je suis flattée qu'on me demande, mais c'est tellement pas mon boulot, propose-moi des trucs, je sais que ça va me plaire. Mais moi je suis bonne cliente sur la couverture, de toute façon, donc voilà, on s'éloigne. On digresse. Je digresse comme toujours. Sur mon expérience de publication, j'ai eu 3 ou 4 échanges différents sur les couvertures, avec 3 changements radicaux à chaque fois différents. Et au final, on a choisi le dernier. Et dans ce dernier, la personne qui faisait la couverture a fait 3 versions encore dans la même thématique. Et puis on a choisi là-dedans. Donc à la fois avec vraiment un dialogue éditeur-auteur. J'ai eu à la fois beaucoup de chance et beaucoup de doutes, parce que effectivement c'est pas notre job, et c'est très différent de ce côté design, cette fibre artistique, on l'a pas forcément quand on est écrivain, quoi. Donc je pense qu'il faut se tourner, accepter les conseils qu'on nous donne par rapport à ça. Oui, c'est vrai que c'est souvent quelque chose, d'ailleurs je fais une parenthèse, qui revient dans les arguments pour choisir l'auto-édition, de dire je veux pouvoir décider ma couverture, etc. Et c'est vrai, je vois que tu as un petit peu le même ressenti que moi, c'est-à-dire que la couverture, généralement, l'éditeur t'en propose une, mais généralement, elle va bien, quoi. Alors, après, ça peut ne pas, mais alors après, sur des maisons d'édition qui ont une ligne graphique, une identité graphique très très forte... Non, mais là, c'est... Tu peux ne pas aimer, mais tu sais que ce sera ça. Enfin, moi, j'étais chez Okama, qui est une maison d'édition de fantasy fantastique pour mon roman de la Dormeuse. Ils ont un petit peu modifié leur ligne maintenant, mais ils ont quand même une ligne qui reste hyper graphique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de photos, il n'y a pas vraiment de dessin, c'est généralement symbolique, et la Dormeuse, c'est des pavés, c'est une mosaïque, ça se passe en partie à Pompéi, donc elle est jaune, avec une mosaïque dans les bleus, où on voit des pavés en rond, et c'est tout. Alors elle est super, moi j'adore cette couverture, mais spontanément je ne serais pas du tout partie là-dessus. Mais je savais que quand il y a eu des propositions qui m'ont été faites pour cette couverture, on m'a proposé plusieurs couvertures comme toi, très différentes, mais elles respectaient toute la ligne. Donc, si j'avais voulu une photo ou un dessin en aquarelle du Vésuve avec Pompéi en ruine devant, on m'aurait dit non, parce que c'était pas dans la ligne. Si tu tiens absolument à cette couverture-là, tu vas pas dans cette maison d'édition, point. Je crois que voilà, on peut pas tout négocier. Alors pour la création de ces couvertures, justement, il y a différents acteurs, parce qu'on a parlé de la couverture, on s'est un peu... Enflammé. Non, on a livré nos expériences. L'objet final, c'est la couverture, mais il y a plusieurs intervenants pour la faire. On l'a abordé brièvement, on a parlé d'illustrateurs, illustratrices, avec les différents allers-retours. Mais il y a aussi le côté
maquetting graphique, Oui. c'est-à-dire le choix des polices d'écriture pour la couverture, le choix de Et puis pour comment on l'intérieur. formate le... Mais ça, c'est dans un deuxième point. Mais Pardon. pour la couverture, comment on Mhm. formate le 4e de couverture, qu'est-ce qu'on y met, où va être le code barre, la tranche, comment elle va être Oui. designée, ce genre de choses. Est-ce qu'on Le est-ce qu'on met des logo, éléments est-ce graphiques que, sur voilà. la tranche? Mm. Donc tout ça, c'est un maquettiste / graphiste qui travaille avec la maison d'édition qui peut le faire. Et puis parfois, il y a, au lieu d'être une illustration, ça va être une photographie. Oui. Ça peut être une photo de stock ou ça peut être un photographe qui crée une photographie spécialement pour la couverture. Puis on a éventuellement j'allais dire le mugshot, la photo de l'auteur. Le mugshot, c'est la photo qu'on fait quand tu rentres en prison. Donc c'est pas tout à fait la même chose, mais tu te Bon, fais ce voilà, portrait. pour les polars à la rigueur. Pour les polars, ça peut le faire. Donc il y a en tout cas tous ces acteurs, et après il y a le côté intérieur du livre, effectivement, avec un formatage qui peut être très particulier selon le texte, selon la collection, selon plein de critères, et c'est le rôle aussi d'un maquettiste, mais pour le design intérieur du bouquin. Et ce qui d'ailleurs est de plus en plus, en tout cas à l'heure où on enregistre cet épisode en 2025, ce qui est de plus en plus important, je dirais notamment en auto-édition, où on a des mises en page qui sont très souvent extrêmement travaillées, avec des dessins à l'intérieur, des en-têtes de chapitres, des chapitres qui quelquefois vont être avec un dessin noir, le texte blanc, enfin des choses qui sont vraiment superbes d'un point de vue artistique et esthétique. Il me semble... Alors, non, j'allais dire, c'est plus le cas en auto-édition qu'en édition traditionnelle, mais je pense que c'est faux, parce que je pense qu'il y a aussi, dans toutes les maisons d'édition de genre, tout ce qui est fantastique, fantasy, voire romance, il y a une attention très particulière qui est portée à la mise en page intérieure, dont les illustrations. Est-ce que c'est un effet de mode ou est-ce que ça durera? Je ne sais pas. Je sais pas toi, mais moi j'aime bien les beaux livres, j'aime bien quand il y a le jaspage. un effort, j'aime bien le jaspage, j'aime bien... Ce que j'adore, c'est les tranches des pages qui sont illustrées ou peintes, tu vois ce que je Le veux dire? jaspage. Ah, c'est ça le jaspage, pardon. Oui, c'est ça. Non, je confondais avec l'embossage, qui est le relief qu'on a Oui, sur la alors couverture. l'embossage, c'est le relief, effectivement. Le jaspage, c'est après, évidemment, dessin sur la tranche. Ouais. Évidemment qu'il ne faut pas trop en faire, mais je trouve que ça s'adapte particulièrement à certaines histoires, à certains genres, donc je suis assez friand. C'est pour ça que j'aime bien les bouquins anglo-saxons aussi. Et que je vais souvent préférer la version anglaise d'un bouquin. Oui, parce que toi, française. donc l'objet livre, c'est quelque chose qui va être... Est-ce que oui, mais je sais que oui. Tu fais partie des gens qui vont craquer sur un bel ouvrage relié avec... voilà. Même si j'ai déjà l'ouvrage, je vais le racheter sur une édition qui est plus jolie. Oui. Avec mon épouse, on est fan de Maxime Chatham, par exemple. Mm-hmm. Et on a découvert Maxime Chatham par sa trilogie, la trilogie qu'on appelle la trilogie du mal. Oui. C'est un enquêteur sur 3 tomes, 3 histoires différentes, mais ça c'est regroupé sous format trilogie. Et là, il est en train de le sortir sous forme d'un gros pavé avec du jaspage, avec couverture cuir, des illustrations. Il va être magnifique. On en a déjà 3 ou 4 exemplaires de chacun des bouquins et on va quand même craquer pour cette édition-là. Et que sans doute vous ne relirez pas dans cette édition. Non. Parce qu'il ne faut pas l'abîmer. Bah voilà. Voilà, exactement. Alors, c'est pour ça qu'on parle d'objets livres. Ouais, mais alors je sais qu'il y a, on voit beaucoup, notamment alors sur les réseaux sociaux, que ce soit Instagram ou TikTok, où ce sont des réseaux, maintenant c'est plus TikTok qui de plus en plus prend le pas, où il y a vraiment cet argument très visuel, où les gens montrent leur bibliothèque. Tu parlais du jaspage tout à l'heure, ils mettent les livres à l'envers pour qu'on puisse voir la tranche du livre. Et à la fois, je peux comprendre, enfin moi, sur certains livres fétiches, comme tu dis, que j'ai vraiment aimé, je pourrais les racheter dans une édition de collection. Après, je le ferai pas systématiquement, mais je pense que c'est poussé à l'extrême, c'est-à-dire que notamment dans certains genres, il y a des lecteurs qui n'achètent que du relié, qui n'achètent que des livres jaspés, qui sont dans la logique de très visuel, d'avoir une belle bibliothèque, et c'est ok. Donc après, ça reste niche, je pense. Oui, ça reste niche. Bon, sauf sur des gros acteurs, des gros auteurs. Puis ça reste niche, je te dirais qu'en même temps, parce qu'on reste... Enfin, heureusement, on est...
on est écrivain quand même. Enfin, malgré tout, moi je dirais qu'autant en tant On est lecteur qu'auteur aussi. que... Oui, on est lecteur, mais justement, moi je suis lectrice. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le texte. Même si c'est joli, si c'est relié. Mais c'est pour ça que je te dis que c'est sur un texte que j'ai aimé, et qui m'a marqué, et qui est dans ma vie maintenant, que je vais craquer pour Oui, une mais édition. voilà, parce que tu l'auras lu. Oui, alors Oui. moi aussi, mais de manière vraiment sur peu de titres. Sur petit. Je l'ai fait sur. On est allé cet été en Écosse et puis en redescendant, on est passé par Haworth dans le Yorkshire, c'était la patrie des sœurs Brontë, et j'ai craqué sur une édition des Hauts-du-Hurlevent dont on est allé voir le musée des sœurs Brontë, qui était leur maison natale, où il y a une mini boutique, et j'ai craqué effectivement sur une édition des Hauts-du-Hurlevent. Mon père était un spécialiste des Hauts-du-Hurlevent, donc j'ai déjà à peu près 18 éditions en anglais et en français. Et il y avait une édition reliée avec le coffret. Enfin, voilà, j'ai craqué. Mais parce que, enfin, ça rejoint ce que tu disais, il y a une symbolique importante à titre personnel sur ce texte, et c'est chargé en émotions pour moi. Voilà. Après, sur un livre que je n'ai pas lu, même si c'est un auteur que j'aime, je ne vais pas craquer, je pense. Oui, c'est ce que je disais. Donc, et après, pour revenir à notre sujet, en tant qu'auteur auto-édité, on peut donc faire ce choix de créer des éditions collector avec de l'embossage, avec du jaspage, avec du livre relié. Pour repréciser, le livre relié, c'est avec une couverture en dur qui est cartonnée, alors que le livre broché, c'est la couverture souple, c'est la version, on va dire, commune du livre. Il est évident que pour un auteur auto-édité qui va payer son imprimeur, qui va payer aussi son illustrateur, parce que le jaspage c'est fait bien évidemment par des professionnels, ou qui va payer des illustrations intérieures, la facture elle va monter d'autant à chaque fois. Donc c'est aussi, il faut savoir ce qu'on fait, pourquoi on le fait. On va dépenser des milliers de francs pour chaque acteur de cette mise en beauté de son texte. Est-ce qu'on rentrera dans ces frais ? Plus ça coûte cher à la conception, plus ce sera difficile de rentrer dans ces frais. Faut quand même. Mais après, c'est la même équation pour l'éditeur. Alors c'est la même équation pour l'éditeur. Je dirais que l'éditeur, pour lui, c'est une nécessité parce que c'est son gagne-pain. Beaucoup d'auteurs auto-édités, c'est un à côté, et ils ont un métier. Puis on peut se dire aussi, moi, je cherche pas à rentrer dans mes frais. Je veux me faire plaisir. Mon livre, il est important pour moi. Je veux un bel objet, et c'est ok aussi. Dernier acteur dans le cadre de la fabrication du livre, de l'objet livre, ça va être l'imprimeur, le fabricant du livre. Oui, donc le fabricant, c'est effectivement celui qui va produire, une fois que tous les acteurs précédents ont rempli leur fonction, c'est lui qui va produire l'objet livre. Alors il y a deux possibilités, et maintenant même pour les maisons d'édition, elles procèdent de cette manière. Bon, on sait qu'il y a de plus en plus de livres qui sortent, que ça a un coût. Il est rare qu'il y ait des tirages immense, à part quand on a la certitude que le livre sera vendu. Bon, tu parlais d'auteurs comme Chatham ou comme Norek, etc. Bon, là, ça sort tout de suite à des milliers d'exemplaires. À contrario, à l'autre bout de la chaîne, quand c'est des auteurs modestes comme nous, c'est très souvent, il peut y avoir l'impression à la demande, ou alors des tout petits stocks. Donc, l'imprimeur, là aussi c'est pareil, les maisons d'édition travaillent avec leur propre imprimeur. Voilà, donc généralement on n'est même pas au courant de où est-ce que c'est imprimé. C'est marqué dans les mentions légales du livre, c'est quelque chose qui doit être obligatoirement mentionné. Si vous êtes en auto-édition, vous devez, dans les premières pages du bouquin, mentionner où est-ce que c'est imprimé, par quel imprimeur, et l'éditeur aussi. Donc on peut avoir la curiosité d'aller regarder où l'éditeur fait imprimer. Alors c'est très souvent pour des questions de coût dans les pays de l'Est, assez fréquemment, même chez les éditeurs, les maisons d'édition traditionnelles, on va dire. Alors il y a aussi des cas particuliers, notamment, alors je parlais de Slatkin tout à l'heure, ils impriment plus ou moins chez eux. Non, ils impriment peut-être pas chez eux, c'est pour leur distribution, où ils ont leur propre système. Pas du tout la même chose. Ouais, je suis en train de me dire, non, tu dis une bêtise, c'est la distribution, ils impriment pas chez eux. Donc,
Ça, c'est un poste qui ne vous concernera pas beaucoup dans le choix si vous êtes en maison d'édition. Et si vous êtes auto-édité, ça vous concernera davantage, bien évidemment, parce qu'il y a des grosses différences de coûts. Et après, il y a aussi des grosses différences de fiabilité. C'est-à-dire que comme souvent, quand c'est pas très cher, il peut y avoir des... sans citer personne, mais des livres qui vont vous arriver quand vous passerez commande, qui seront abîmés ou qui seront avec un mauvais centrage sur la couverture, avec ça arrive. Ça arrive et c'est un risque à prendre. C'est un risque à prendre. Mais qu'on doit connaître. Absolument. Qu'est-ce qu'on a à dire de plus sur l'imprimeur ? Dis-moi. Pardon, je t'ai coupé. Ça peut être un choix. Tu disais, on n'a pas trop d'inflexion sur le choix de l'imprimeur. C'est effectivement vrai une fois qu'on est pris dans une maison d'édition, mais on peut très bien, si on a une fibre écologique et qu'on sait que tel éditeur imprime ses livres avec tel imprimeur qui choisit son bois de manière sur des forêts replantées, écologiques, on peut faire attention à ça et choisir un éditeur aussi en fonction de ça. Donc c'est une possibilité. Oui, ou qui imprime en Suisse, ou qui imprime en France. Et puis généralement, ils le mettent en avant. Voilà, oui, parce que si tu veux faire travailler la chaîne du livre de l'endroit où tu habites. Bien sûr. Moi qui suis suisse, ça me fait plaisir si un bouquin est complètement conçu, réalisé, produit, imprimé en Suisse. Et ça fait plaisir aux lecteurs aussi. Donc de plus en plus, c'est un argument commercial des éditeurs aussi de dire on fait travailler le circuit court, les acteurs locaux et moins de transport, moins de pollution. Et je pense que parce que tout le monde est préoccupé par ces questions, et c'est une bonne chose. Mais une fois que vous avez choisi, ou qu'un éditeur vous a choisi, ou c'est la conjonction des deux, on peut plus changer l'imprimé. Non. Je te propose qu'on s'arrête là pour cet épisode, parce qu'on est déjà à 1h20 d'enregistrement. Dans le prochain épisode, je pense qu'on va aborder ce qui se passe, toujours les acteurs, mais ce qui se passe après publication, au moment de la publication et après. Donc on abordera plein d'acteurs sur la diffusion, sur la distribution, sur les libraires, etc. Une fois qu'on a le livre dans les mains, ou que du moins la maison d'édition a le livre dans les mains, qu'est-ce qui se passe ensuite ? Avec quels acteurs ? Comme par magie, il arrive chez le libraire ou dans les mains du lecteur. Comment ça se passe ? On vous dira tout dans le prochain épisode. En attendant, si on a oublié des choses, si vous avez des remarques, des questions qu'on pourrait compléter justement à l'enregistrement du prochain épisode, n'hésitez pas à faire des commentaires, à nous contacter directement via notre site web, via Instagram. On a plein de moyens, comme vous le savez. Partagez aussi l'épisode, faites-le connaître autour de vous, c'est ce que vous êtes déjà nombreux à faire et on vous remercie, ça nous aide beaucoup à être découverts. Et avant de partir, si vous ne l'avez pas déjà fait, prenez le temps de vous abonner, de nous mettre un petit commentaire, un avis sur la plateforme d'écoute. On est disponible en podcast audio sur toutes les plateformes d'écoute qui existent, Spotify, Apple Podcast, Deezer, toutes ces plateformes. On est également disponible en vidéo sur YouTube et Spotify. Et notre site, duodeplume.com. Absolument. Et plus vous êtes nombreux, plus ça aide les personnes à nous découvrir. Donc, merci beaucoup à vous et on vous dit à dans 15 jours. À dans 15 jours. Merci, Kat.